Bonjour les amis, bienvenue dans ce dernier JVD Top spécial 2027. Je vous dis tout ou presque. Alors celui-ci sera un peu plus tranquille que les deux autres, pas besoin d'aspirine, puisque c'est un peu plus spéculatif, même si je me suis basé sur le passé et le présent. Comme on dit, l'histoire, ça permet de comprendre le présent et le futur. On verra, en tout cas pour ce qui concerne nos chères consoles et les CPU et les GPU. Mais aujourd'hui, on va parler effectivement de consoles CPU et GPU dans le futur. Qu'est-ce que ça pourrait être en 2027? A tout de suite. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les deux premiers épisodes, je les mets ici, comme d'habitude vous pouvez aller les voir, c'est-à-dire les deux premiers JVD Top 2027 qui ont plus parlé de transistors, de semi-conducteurs, pourquoi on rédigeait le process, quel gain on avait avec ces réductions, qu'est-ce qu'on allait avoir en 2027 et après au niveau process, après le 1 nanomètre, qu'est-ce qu'on pouvait espérer. Bref, n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos. Et donc dans celle-ci, on va parler plutôt, on va dire console, PS6 entre guillemets, la future PS6 en 2027 ou la Xbox Series Z, je l'ai appelé comme ça. Mais donc qu'est-ce qu'on peut avoir en termes de console, en termes de puissance de console, qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de GPU, de carte graphique aussi Nvidia et AMD et en termes de CPU. Avant toute chose, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés, j'espère qu'il y en a eu, je pense qu'il y en a eu. Je ne parle pas de mon dernier, l'actu du geek, mais de celui d'avant, où, miracle, ça a bougé, j'ai pris 40 abonnés. Alors ce sont peut-être d'anciens abonnés qui se sont réabonnés, car il y a aussi des désabonnements de la part de YouTube, difficilement compréhensibles, mais c'est comme ça. Mais il y a peut-être aussi des nouveaux abonnés, donc je leur souhaite la bienvenue sur la chaîne, et si vous êtes de passage, n'hésitez pas vous aussi à vous abonner. Eh bien, on va commencer avec quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir en 2027? Je vous rappelle qu'en 2027, le géant actuel du semi-conducteur, c'est TSMC, probablement qu'ils le resteront. Pourquoi ils le resteront, entre guillemets? Eh bien, parce ils vont investir sur les 3 prochaines années 100 milliards de dollars. Vous avez bien entendu 100 milliards de dollars, en plus des 14 milliards de dollars qu'ils ont investis dans l'Arizona pour fabriquer une nouvelle usine 5 nanomètres aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils vont investir massivement sous la pression en particulier de l'automobile, de l'automotive, ce qu'on appelle en électronique. C'est-à-dire que vous savez que l'automobile est quasiment bloquée. En tout cas, ils ont beaucoup de pénuries en automobile. Et donc, ils ont des chaînes de bloqués parce qu'ils n'ont pas tous les composants qu'il leur faut. Ils ont besoin de beaucoup de composants et évidemment, beaucoup de capteurs. Vous savez qu'aujourd'hui, les voitures, c'est un ensemble de capteurs immense et il leur manque plein de composants. Et qui fournit en particulier les secteurs de l'automobile, c'est TSMC. Donc, TSMC s'est engagé à leur fournir les composants et pour ça ils vont investir 100 milliards de dollars en 3 ans. Je vous rappelle quand même que AMD, la capitalisation totale de la société AMD, c'est moins de 100 milliards, c'est 98 milliards, c'est-à-dire que grosso modo TSMC pourrait se payer AMD directement. Mais si vous voulez des chiffres un peu plus concrets, EDF c'est 36 milliards de capitalisation et Orange en France, c'est 28 milliards si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que TSMC pourrait se payer EDF et Orange sans aucun problème. Donc vous voyez la puissance de TSMC. TSMC qui actuellement en termes de revenus et on peut dire en termes de pourcentage de ce qu'ils fournissent de nombre de puces dans le monde entier, c'est 59%. C'est-à-dire que toutes les autres industries fournissent moins de 41% des puces dans le monde. C'est TSMC grosso modo qui fournit plus de la moitié des puces dans le monde. C'est juste gigantesque. Ils ont une avance considérable même sur les seconds qui sont Samsung. Ça peut être inquiétant entre guillemets, un tel monopole. Malheureusement, c'est comme ça actuellement. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Intel, comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, ils sont un peu à la rue, entre guillemets, au point de vue process. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à IBM, à la R&D de IBM pour s'allier et pour essayer de rattraper le retard. Et Samsung, Samsung, ils arrivent, mais ils ont un peu de retard également, en particulier sur le 2 nanomètres et le 3 nanomètres aussi par rapport à TSMC. Imaginez, TSMC va passer en 2 nanomètres, j'ai bien dit en 2 nanomètres, en production en 2024 et en production à risque, ce qu'on appelle production à risque, c'est-à-dire avec un peu plus de risque, en particulier pour les rendements et pour les clients qui l'acceptent, en 2023. Et en 2026, ils seront probablement en 1 nanomètre, c'est-à-dire qu'en 2027, lorsqu'on va arriver à notre fameuse année 2027, ils auront déjà un 1 nanomètre largement en production, sans doute optimisé, et peut-être seront-ils passés en 0,9 voire 0,8 nanomètres. Mais qui sont les clients, en l'occurrence, de ce futur 1 nanomètre? Ce sera probablement Apple, comme ça l'est actuellement sur le 5 nanomètres et le 3 nanomètres, ce sera Hyundai, ce sera Qualcomm, ce sera Supermicro, et ce sera peut-être aussi Intel, mais on y reviendra plus tard.
Quant à AMD qui est le principal client en 2020, il faut le préciser, hein, AMD est le principal client 7 nanomètres, mais qui est la grosse part de TSMC en 2020, eh bien ils devront peut-être se cantonner également en 2027 aux 2 nanomètres. C'est en tout cas ce que j'ai pris comme supposition, c'est-à-dire j'ai pris les suppositions les plus basses. J'ai préféré prendre les suppositions les plus basses pour faire un calcul, on va dire, plus réaliste, parce qu'il y a bien entendu des contraintes que l'on ne connaît pas dans le futur. Et ça va donner quoi pour notre PS6 et notre Xbox Series Z, qui va remplacer la PS5 et la Xbox Series X si tout va bien, parce qu'il faut que, évidemment, les deux constructeurs de consoles continuent dans ce que j'appelle le teraflop, c'est-à-dire des consoles puissantes, et non pas qu'ils se dirigent vers des consoles plutôt orientées cloud. Je pense que Phil Spencer l'a dit en tout cas pour Microsoft et Sony, c'est tout leur intérêt, ils vont continuer au moins une génération. Et bien entre 7 nanomètres et 2 nanomètres, par un pur passage process, on peut estimer à un gain d'à peu près 3 fois en termes de puissance, puisqu'en termes d'intégration, c'est juste 3 fois, grosso modo, hein, et donc on peut estimer à peu près 3 fois en termes d'intégration, puisqu'on aura un 2 nanomètres, voire plus en 2027. Puisque je vous rappelle, le 2 nanomètres va sortir en 2024. Donc en 2027, on aura un 2 nanomètres largement optimisé. Ça veut dire tout simplement qu'on sera à plus de 31 teraflops de base, sans architecture, j'en reparlerai après, sur la PS6 vis-à-vis de la PS5, et qu'on serait autour de 36 teraflops avec la Xbox Series X. À cela, bien entendu, il va falloir ajouter le nouveau RDNA de AMD. Si c'est d'ailleurs, entre parenthèses, si ces deux consoliers travaillent toujours avec AMD, mais c'est fort probable. Si on s'en tient aux gains que l'on a eu entre RDNA 1, RDNA 2, GCN avant, architecture GCN avant, RDNA 3 qui va bientôt arriver, on sera probablement en RDNA 5 si tout va bien, on devrait avoir un gain minimum de 60% en termes d'architecture. Ce gain-là, cette architecture permet une intégration bien plus optimisée, plus des fonctionnalités qui sont mises en hardware au lieu d'être en software. Donc une accélération matérielle beaucoup plus grande que l'accélération software. Et donc on aurait un gain à peu près de 60%. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait grosso modo une PS6 qui serait autour de 50 teraflops et une Xbox Series Z qui serait autour de 58 teraflops si on se base sur les chiffres d'aujourd'hui. Grosso modo, ça sera largement plus puissant qu'une RTX 3090 d'aujourd'hui. Donc vous imaginez bien, en termes de ray tracing, nous serons d'ailleurs sur le RDNA 5 si tout va bien, et nous serons donc à la 4e génération, entre guillemets, je vous rappelle, du ray tracing, et probablement entre la 4e et la 3e génération de l'équivalent du DLSS, c'est-à-dire du Super Fidelity. Donc vraiment une avancée technologique juste énorme sur ces consoles, à consommation équivalente. On peut avoir entre guillemets des consoles un petit peu moins gourmandes en termes de consommation pour une puissance un petit peu moindre, mais qui seront beaucoup plus puissantes, je le répète quand même, qu'une RTX 3090. Et si on vérifie ces 50 teraflops de la PS6 versus les 10,2 teraflops actuels de la PS5, eh bien c'est à peu près dans la correspondance de ces calculs, puisque regardez, la PS4 était à 1,84 teraflops, la PS5 à 10,2 teraflops, ce qui fait une multiplication de 5,5 fois en termes de puissance, sans compter l'architecture. Donc vous voyez, j'ai pris des chiffres ultra modestes et peut-être sans doute même en dessous de la réalité. Venons-en à Nvidia. Vous savez que je me suis intéressé à Nvidia en particulier. RTX 3000 aujourd'hui, RTX 2000 hier, nous avions les GTX avant, rappelez-vous, et nous allons avoir bientôt la RTX 4000 en 2022, puis en 2024 probablement, c'est tous les 2 ans chez Nvidia, nous aurons la RTX 5000, la gamme RTX 5000, et donc en 2026, la gamme RTX 6000, qui correspondra aussi en 2027. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors c'est un peu plus compliqué parce que j'ai regardé par exemple les teraflops, purement les teraflops, on a eu un saut générationnel important entre la RTX 2080 Ti et la RTX 3080 Ti. J'ai pris cela exprès, hein, puisque j'ai pris les modèles les plus puissants. Nous savons que nous allons avoir pour la RTX 3080 Ti 34 teraflops en équivalence vis-à-vis de la RTX 2080 Ti qui n'avait entre guillemets que 13 ou 14 teraflops, mais plutôt 17 teraflops en équivalence si on la compare à la génération d'avant qui est la GTX, et oui la GTX 1080 Ti qui ne comportait pas, je vous rappelle, de Tensor Core ni de Ray Tracing Core, de RT Core, et celle-ci faisait 11,3 teraflops. Et si on prend le haut de gamme de 2014, et oui on remonte encore de 2 ans, de 2014 c'était la GTX 980 Ti, rappelez-vous, de 6 teraflops. Donc on voit qu'on a des gains entre 1,5 et 1,8 fois à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut donc espérer pour 2026 pour cette gamme RTX 6000? Eh bien nous serons probablement en 1 nanomètre,
Tout dépend en fait où se placera Nvidia. Nvidia, vous savez qu'ils ont également mis des billes maintenant chez TSMC parce que Samsung, pour l'instant, eh ben, ils prennent un peu de retard aussi sur la technologie. Il faut savoir que Nvidia sont en 8 nanomètres, mais que pour espérer des gains importants tous les 2 ans, il faut que le process diminue également. C'est-à-dire que leur prochaine gamme RTX 4000, elle devrait être au minimum en 7 nanomètres, mais ce serait mieux qu'elle soit en 5 nanomètres. La RTX 5000, la gamme RTX 5000 devrait être en 3 nanomètres, et la gamme RTX 6000 donc en 1 nanomètre, au mieux, enfin au pire, on va dire en 2 nanomètres. Nous serions également probablement en 5e génération de ray tracing de RT Core et de Tensor Core. Il faut l'espérer, mais normalement ça suit la logique, ça devrait être ça. Et donc on devrait être autour, je dis bien c'est un calcul empirique, basé sur ce qui s'est passé avant, et j'ai bien entendu modéré, et on devrait être autour de 110-115 teraflops, peut-être plus. Oui, vous avez bien entendu, c'est-à-dire au moins 3 fois l'équivalent d'une RTX 3090 d'aujourd'hui en 2027. Donc c'est juste énorme. Ça promet évidemment beaucoup de choses, d'autant plus que le DLSS sera vraiment optimisé et amélioré, on peut l'espérer, que les RT Core seront pleinement matures, on peut ainsi espérer de la global émulation en temps réel, ce qui est exceptionnel. Je vous rappelle que Pixar faisait image par image quelques années auparavant. Donc l'avenir s'avère quand même assez monstrueux du côté de Nvidia, s'ils suivent bien entendu leur plan et si le process suit avec. Rassurez-vous, pour AMD c'est exactement pareil pour sa gamme RX, ce sera exactement pareil, et ils seront à la 4e génération en particulier de tout ce qui est RT Core aussi, de ray tracing, peut-être qu'il y aura d'ailleurs des RT Core embarqués, pour faire du ray tracing vraiment hardware spécialisé. C'est le cas aujourd'hui, mais simplement, ce n'est pas tout à fait comme chez Nvidia où il y a vraiment des RT Core spécialisés. Eh bien, on peut l'espérer dans les futures gammes, bien entendu, des RX AMD, et je pense que là aussi, ce sera très prometteur. Côté CPU, on va parler des Ryzen en particulier pour commencer. Eh bien, la Ryzen, vous savez qu'il y a le Ryzen 9 5900X actuellement, qui est un très beau processeur. Côté AMD, eh bien, on parle de Zen 4 maintenant. Et oui, Zen 4 qui va arriver normalement en 2022 et ils annoncent déjà, d'ores et déjà, par rapport au Zen 3 actuel, ils annoncent 40% de performance en plus, rien qu'avec le Zen 4. 40% de performance en plus, et en plus, il y aura un passage en 5 nanomètres pour les futurs processeurs en 2022. Donc ça promet un énorme gap par rapport aux processeurs actuels qui sont déjà très bons, et je vous rappelle qu'ils sont devant Intel. En l'occurrence, parce que Intel, toujours même problème, Intel, problème de process. Nous serons bien entendu en DDR5, je n'ai pas parlé de la DDR parce qu'effectivement en 2027, nous serons probablement dans une DDR6 voire DDR7. Déjà en 2022, nous serons en DDR5 avec de forts progrès là aussi. Et donc en 2026, si tout se passe bien, nous serions en Zen 6, c'est-à-dire en 2024 Zen 5 et en 2026 Zen 6. Et là aussi, si à chaque fois nous prenons entre 30 et 40% de performance, nous devrions tourner par rapport à aujourd'hui, par rapport par exemple à un Ryzen 5900X, nous devrions être 2,5 fois plus efficaces, l'équivalent de 2,5 fois un Ryzen 5900X d'aujourd'hui. Donc vous avez compris, une énorme amélioration par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais c'est sans doute chez Intel qu'on peut attendre les plus gros progrès. Et oui, parce que Intel, je vous l'ai dit, en termes de design, ils sont très forts, ils avaient beaucoup d'avance, ils ont perdu aujourd'hui à cause de leur process en particulier, peut-être aussi à cause du fait qu'ils font du mono-chip, alors que bien entendu l'avenir c'est au MCM, au multi-chip module, ce que fait AMD aujourd'hui, la découpe en plusieurs morceaux d'un CPU par exemple, ou d'un GPU, et on rassemble le tout ensuite, ça permet des bien meilleurs rendements, ça permet une multiplication des cœurs à volonté aussi. Seul le bus est un peu plus compliqué à traiter, mais aujourd'hui c'est maîtrisé par AMD. Et Intel, c'est sûr qu'ils y arriveront sans aucun problème. Et donc Meteor Lake arrive, vous le savez, donc en 2023-2024, on va avoir la nouvelle architecture Meteor Lake qui sera basée sur du 7 nanomètres. 7 nanomètres normalement Intel, puisque en 2023-2024, Intel devrait rattraper son retard et lancer son 7 nanomètres. Je vous rappelle qu'en correspondance, quand même, Intel, en termes d'intégration, sont meilleurs que TSMC. Ainsi, par exemple, le 3 nanomètres de chez TSMC est estimé comme un 5 nanomètres de chez Intel, 5 nanomètres qui n'est bien entendu pas fait pour l'instant. Et donc Intel sera sans doute peut-être chez TSMC en 2 nanomètres en 2026-2027. Je vous rappelle qu'après Meteor Lake, il y aura, on parle de Lunar Lake
pour la future architecture, donc qui devrait arriver vers 2025-2026. Est-ce que c'est celle-là qui sera mise en 2 nanomètres ou en 5 nanomètres chez Intel, 5 nanomètres équivalent aux 3 nanomètres chez, je vous rappelle, TSMC, c'est-à-dire quand même une architecture avec une intégration vraiment très très bonne. En tout cas, si c'est le cas, on aurait un gain de 9 fois en termes d'intégration. Et oui, parce que je vous rappelle que c'est des surfaces, ça veut dire que les transistors, lorsqu'ils réduisent en X, ils réduisent en Y aussi, de la même taille, c'est-à-dire qu'on gagne non pas 2 fois, mais 4 fois. Si on réduisait de moitié le process. Donc vous comprenez qu'en termes d'intégration, vous pouvez mettre 4 fois plus de transistors si vous réduisez de moitié le process. Par exemple, si vous passez de 10 nanomètres à 5 nanomètres réels, c'est-à-dire que c'est vraiment ces tailles-là qui sont réduites. Par exemple, le 3 nanomètres de chez TSMC correspond aux 5 nanomètres de Intel, vous comprenez. D'ailleurs, actuellement, le 10 nanomètres de chez Intel, le 10 nanomètres optimisé, correspond aux 7 nanomètres de chez TSMC, il faut le savoir quand même. Donc, il y a quand même aussi, derrière la technologie, des effets de communication, il faut faire attention. Mais si on passait réellement de 10 nanomètres à 5 nanomètres en taille, on gagnerait 4 fois en surface, on va dire, par rapport aux 10 nanomètres, ce qui permettrait une intégration de 4 fois plus de transistors, et non pas 2 fois plus. Donc vous imaginez la puissance, le gain de puissance en réduisant de moitié le process. Et là, en l'occurrence, il passerait, écoutez bien, avec la 11e génération aujourd'hui de 14 nanomètres plus, donc vraiment bien intégré, à potentiellement du 5 nanomètres chez Intel. S'ils arrivaient effectivement en 2026 à faire le 5 nanomètres. Là, pour le coup, ce serait plus que 4 fois. Ce serait près de 9 fois en termes de réduction. Donc finalement, 9 fois plus potentiellement de puissance, d'autant plus que je vous rappelle, il y aura également 2 architectures au minimum d'évolution. Donc les CPU, c'est un gain immense qu'on va avoir, en particulier chez Intel, qui pourrait ainsi rattraper et même dépasser AMD, en tout cas rattraper largement son retard. Pour finir, je me suis amusé à comparer la Switch aussi. Bah oui, Nintendo, on n'en parle pas beaucoup parce que Nintendo sont sur un autre créneau, eux ils sont pas sur la puissance absolue. Actuellement, la Switch dédockée pour une question de consommation est à 0,35 teraflops ou 36 teraflops et dockée, elle serait autour de 1 teraflop. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, une future Switch, qui serait plus une Switch en fait, mais qui serait l'équivalent en 2027. Eh bien, on peut estimer que ça tournerait peut-être jusqu'à 10 teraflops, c'est possible, entre 7 et 10 teraflops dockés, c'est-à-dire l'équivalent peut-être d'une PS5 d'aujourd'hui, ce qui serait pas mal, et en dédocké 3 à 4 teraflops, ce qui serait quand même assez extraordinaire, puisque ce serait presque l'équivalent d'une PS4 Pro finalement, sur une console portable. Donc, vous voyez, les gains seront partout grâce à l'évolution du process en particulier, mais aussi de l'architecture. Voilà, j'ai fait un rapide tour et un rapide bilan de ce qu'on peut espérer pour nos consoles préférées, nos GPU, nos CPU en 2027. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce que vous pensez. J'ai pu effectivement biaiser certains chiffres selon vous. N'hésitez pas à me le dire. Et en tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.